Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler de la transmission synaptique et non synaptique. J'ai déjà fait cette conférence l'année dernière, mais je m'étais plutôt attachée à la pathologie. Et là, je vais essayer d'avoir une vision plus globale pour relier la neurotransmission au fonctionnement cérébral, c'est-à-dire que partir de la molécule au réseau, ensuite les réseaux aux fonctions, de partir du physique, de l'émotionnel au mental, les réseaux qui gèrent les fonctions exécutives, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, qui nous aident à penser, qui nous aident à nous comporter. En fait, les bases du comportement et de la cognition, et surtout les séparer des émotions et du système limbique qui semblent des systèmes qui paraissent justement au travers des neurotransmetteurs avoir des fonctions différentes. Donc, je commence par en simplifiant à l'extrême. Il y a 8 transmetteurs majeurs dans les systèmes nerveux. En fait, ces 8 transmetteurs sont des briques du vivant, parce que ce sont des acides aminés, ou alors des amines qui sont synthétisées à partir d'acides aminés et de la choline. Donc, il y a 2 grandes classes, le glutamate qui est excitateur et le GABA qui est inhibiteur. Et les deux correspondent à peu près à 90-95% des connexions. Ensuite, vous avez les amines qui sont synthétisées à partir d'acides aminés. Vous avez la noradrénaline, l'adrénaline, la dopamine qui sont à partir de la tyrosine, la sérotonine à partir du tryptophane et l'histamine. Et puis l'acétylcholine qui est particulier, je la mets un peu en dehors parce qu'elle est autant répartie dans le système périphérique que dans le système nerveux central, et je vais en parler également. Alors, j'ai pris le parti pris de séparer les neurotransmetteurs des neuromodulateurs. Alors, j'appelle les neurotransmetteurs les 2 neurotransmetteurs majoritaires, c'est-à-dire le glutamate, le GABA, qui sont à peu près dans 90-95% des connexions et des synapses, et en fait qui fonctionnent par un mode synaptique dans les réseaux. Alors, ce sont pratiquement toutes les fonctions cérébrales. En particulier, les fonctions exécutives, les fonctions sensorimotrices, mais je vais surtout vous montrer le rôle dans l'apprentissage, la manière dont il fonctionne, dans la plasticité cérébrale, l'apprentissage et même dans les mémoires. Alors ça va être la première partie de ma conférence. La deuxième partie va traiter des neuromodulateurs qui sont en fait avec des groupes neuronaux qui sont beaucoup moins nombreux, puisque c'est plus ou moins 5% de groupes neuronaux, qui forment également des synapses, à peu près 20% forment des synapses, mais par contre, ils ont ce qu'on appelle une transmission volumique à distance, c'est-à-dire qu'ils libèrent ils sont libérés dans l'espace extracellulaire et vont cibler des récepteurs à distance. Et ils sont soit exciteurs, soit inhibiteurs en fonction des cas. Ce sont la noradrénaline, l'adrénaline, la dopamine, la sérotonine, et on peut dire qu'ils sont plutôt concentrés dans le système limbique,
mais en fait, leur arborisation va bien au-delà, ils sont dans le système moteur, etc., et qui traitent plutôt des émotions et des humeurs. Alors, donc je commence avec le glutamate qui est en fait excitateur et qui représente presque 50 à 70% des connexions. C'est-à-dire que c'est extrêmement actif et cette excitation est modulée par l'inhibition GABAergique, à peu près 20 à 30% en fonction des régions. Alors, pour resituer ces neurotransmetteurs, je vais juste refaire vous montrer un peu comment ça se passe dans le cerveau. Vous avez en bas à gauche les réseaux. C'est en fait, quand on fait une IRM, on dit que c'est l'explosion de connexions sans arrêt. Hein, c'est-à-dire ce sont les réseaux qui sont en fonction. Quand on fait une coupe au niveau du cerveau, on s'aperçoit que, vous voyez en haut les neurones qui sont colorés en violet. En fait, quand on fait de l'histologie, on colore les noyaux des cellules. Et là, les noyaux des cellules sont colorés en violet par un colorant basique. Et on peut voir on voit essentiellement les neurones du cortex cérébral dans les circonvolutions. Et il y a ce qu'on appelle la substance grise, puisque la première fois où on a fait une dissection, c'était légèrement gris par rapport au blanc des lipides de la substance blanche, et qu'on a appelé la substance blanche. Cette substance blanche sur la coupe du bas est colorée en noir par un colorant argentique qui colore la myéline. Hein. Et la myéline, en fait, toutes les fibres GABAergiques, pour que l'influx nerveux se déplace plus vite, ils sont activés par des gaines de myéline. Et ça active de l'ordre de 100 la vitesse. Hein. Mais vous voyez qu'en fait, vous avez le corps cellulaire avec les dendrites. Les dendrites, c'est l'émetteur, c'est-à-dire le neurone est une cellule comme les autres, sauf que ça a des prolongements, avec un prolongement qui émet cette dendrite, qui va toucher l'axone de la synapse, par la synapse, un autre neurone. C'est comme des prises. Voilà. Alors, tout ça, on s'aperçoit, là, les neurones sont en bleu. Mais bien évidemment, dans le système nerveux, il faut de l'énergie, il faut des vaisseaux pour amener cette énergie. Et il y a d'autres cellules, dont les astrocytes, qui sont extrêmement importants dans la neuromédiation, hein, pour le transport des ions, etc. Il y a les macrophages, ou qu'on appelle microglies, ce sont les cellules qui s'activent dans un état quand il y a une attaque quelconque, un vaisseau qui forme une lésion. À ce moment-là, il y a les microphages et la microglie. Ça joue aussi, maintenant on s'aperçoit que ça joue aussi dans la neurotransmission, mais ce sont des phénomènes complexes. Et puis, il y a ces oligodendrocytes, cette gaine de myéline, autour des axones glutamatergiques et GABAergiques, chose qui n'existe pas chez les neuromodulateurs. C'est-à-dire la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, il n'y a pas de myéline. Hein. Donc ce sont des fibres non myélinisées. Alors, pour vous faire un schéma, en fait, on parle pratiquement que de synapses quand on parle de cerveau.
parce que la notion de libération à distance, c'est une notion qui est nouvelle, qui est vraiment, dont je vais vous parler après, mais on parle surtout des 90 milliards de neurones, donc ça fait quand même beaucoup, hein, autant d'astrocytes. Alors il y a à peu près 1000 à 10 000 synapses par cellule, par neurone, donc ça fait des milliards de synapses. Donc, vous voyez, en fait, j'essaie d'un peu de sortir du dogme. Donc, ces synapses sont dans les grands réseaux du cerveau. Alors, vous avez le système nerveux périphérique, c'est-à-dire les voies d'entrée et les voies de sortie. Les voies d'entrée du cerveau, ce sont les voies sensitives. Les voies de sortie, ce sont les voies motrices. Vous avez le système nerveux autonome, c'est-à-dire celui qui est capable de gérer la régulation de nos organes, hein, avec le système sympathique et parasympathique. Et en fait, le glutamate et le GABA sont quand même restreints au cerveau, hein, au système nerveux central, hein, où il y a les voies, où on décide des fonctions exécutives, et puis le langage, la cognition, la pensée, etc. Hein. Donc, et qui sont glutamate, GABA. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle un réseau limbique, c'est-à-dire un réseau comme le circuit du stress, le circuit de la récompense, qui est plaisir-addiction, hein, c'est le circuit de la récompense, plaisir-addiction, le circuit émotionnel, qui sont régis par les monoamines. La noradrénaline, l'adrénaline, la dopamine, la sérotonine et l'acétylcholine. Bon, je ne vais pas parler du réseau du mode par défaut parce que c'est un peu compliqué, c'est-à-dire, en fait, quand on ne pense pas, on active un réseau. Et c'est important de ne pas penser. Bon. Et puis, on découvre aussi le réseau de science, c'est-à-dire un réseau qui est spécifique à chacun, hein, en fonction de son tempérament. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je vous présente. Alors, on commence par le fonctionnement des synapses glutamate-GABA, c'est-à-dire 95% du système cérébral. Alors, là, au microscope électronique, on peut voir une synapse avec, c'est une terminaison avec des vésicules synaptiques dans lesquelles il y a le neurotransmetteur qui est libéré dans la fente synaptique et qui va aller cibler des récepteurs, hein, post-synaptiques. Alors, le neurone communique par des impulsions électriques excitatrices. Alors, lorsque le message au niveau du neurone est assez fort, il envoie une impulsion électrique, l'influx nerveux qui se propage dans l'axone suivant. Ça, le transfert de l'information. Le neurone, il est chargé, hein, c'est-à-dire qu'il y a électriquement, il y a une différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de moins 70 millivolts. Le message excitateur réduit la différence de la charge électrique et quand il atteint moins 50 millivolts, la charge du neurone s'inverse brusquement et l'influx nerveux se propage. Le message inhibiteur renforce la charge électrique, on s'éloigne du niveau d'émission de l'influx nerveux et à ce moment-là, le seuil d'émission est de 50 millivolts
Voilà, voilà le message inhibiteur. Le corps cellulaire additionne les messages inhibiteurs et excitateurs. Et le neurone émet l'influx nerveux lorsque la charge électrique atteint moins 50 millivolts. Donc vous voyez comme ça. Et c'est au niveau de la synapse que l'information passe d'un neurone à l'autre grâce aux neurotransmetteurs. Alors, soit le GABA qui est excitateur, non, le glutamate ou le GABA, au niveau de la terminaison, il y a libération et fixation sur le neurone post-synaptique très proche. C'est de l'ordre du nanomètre, très proche. Le signal électrique, le signal chimique est transformé en signal électrique. Donc, vous avez le transporteur glutamate qui ouvre les canaux ioniques et laisse passer les charges positives. Seules les charges positives passent quand c'est excitateur. Quand c'est inhibiteur, ça ouvre les canaux ioniques qui laissent passer les charges négatives. Et le passage des charges négatives renforce la charge électrique du neurone. Et on diminue les chances d'avoir un influx nerveux. Alors, vous voyez, quand Dehaene parle quand il regarde dans l'IRM fonctionnel, vous voyez ce qui se passe pour un neurone. Alors, vous n'avez qu'à voir ce qui se passe quand on regarde à l'IRM fonctionnel. C'est-à-dire qu'il y a une multitude incroyable de signaux. Et en fait, vous savez comment l'IRM fonctionnel, ça fonctionne sur, en fait, la circulation du sang dans les vaisseaux. C'est-à-dire, comme une région, elle est beaucoup plus active que les autres, parce que tout le monde est actif. Donc, on voit celle qui est la plus active. Comme elle est plus active, il y a plus de sang qui arrive, et il y a plus de globules rouges, et il y a plus de fer. Et l'IRM fonctionnel, c'est magnétique. Donc, et c'est toutes ces différences entre ces différentes régions où ils disent telle région est fonctionnelle. Mais en fait, le problème, c'est pas la région qui est fonctionnelle, c'est les réseaux qui sont fonctionnels. Et c'est ça qui pose vraiment des problèmes, parce que maintenant, on arrive à voir les réseaux. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Alors, les neurones travaillent en réseau, bien évidemment, et en fait, en fonction des entrées, on obtient différents types de réponses en sortie. Et ensuite, attendez. Voilà, j'ai oublié celle-là. Oui. Chaque neurone intègre des informations et calcule le signal à émettre, c'est-à-dire le poids, ce qu'on appelle le poids synaptique. Et moi, je me souviens, j'ai travaillé à la Salpé dans les années 90 et c'était très intéressant parce que c'était le début des réseaux de neurones de l'intelligence artificielle. Et à ce moment-là, il nous parlait que de poids synaptique. C'est comme ça que l'intelligence a commencé, de dire tel réseau était activé à cause du faible, fort, inhibiteur, excitateur. Ça faisait plus, moins, plus, moins, plus, moins, et c'est comme ça que l'intelligence artificielle a commencé. Alors là, comme je dis, les neurones travaillent en réseau, et après, on a une réponse de sortie du réseau. Voilà. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, au moment
au niveau de la synapse, il y a une action, une activité synchrone, présynaptique, postsynaptique, qui provoque une augmentation de l'efficacité qu'on appelle la potentialisation à long terme. Donc, c'est ça qui mesure la plasticité cérébrale. Alors, en fonction des régions, on a la dépression à long terme, la potentialisation à long terme. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails parce que c'est extrêmement compliqué. Donc, en tous les cas, la plasticité cérébrale, c'est-à-dire, elle est inhérente au fonctionnement cérébral. Hein? C'est-à-dire, plus une synapse glutamatergique est activée, plus elle se renforce. Ça veut dire que le glutamate est libéré, il va aller sur un plus grand nombre de récepteurs. Alors pour le glutamate, c'est les récepteurs NMDA, AMPA, kainate. C'est extrêmement complexe, hein, parce que le glutamate, a priori, le glutamate, par exemple, j'ai travaillé au cours du développement, le glutamate, s'il y a une lésion cérébrale, il est toxique pour le cerveau. Donc, et ça crée des lésions. S'il est libéré comme ça, sans être capté, qu'il y en a trop, il est excitotoxique. Et c'est très très difficile de comprendre la modulation de la synapse glutamatergique. En tous les cas, tout ce qu'on sait, c'est que notre cerveau est relié à notre corps. Et on peut voir que dans le cortex sensoriel et le cortex moteur, les terminaisons nerveuses sensorielles au niveau cortical ont des arborisations dépendantes de l'activation corporelle qu'on en fait. Donc ça, c'est un homonculus qui a été fait par Penfield dans les années 40, parce qu'à cette époque-là, on essayait de comprendre l'épilepsie. Donc on mettait des électrodes et on demandait aux personnes de faire des mouvements ou en fonction de l'endroit où on mettait les électrodes. Et grâce aux malades, on a pu, en fait, dans l'épilepsie, on est obligé d'enlever le plus souvent la partie du cerveau, la petite partie qui déclenche les crises d'épilepsie. Donc, on essaye de mettre des électrodes. Maintenant, c'est extrêmement fin. Mais à l'époque, l'épilepsie a permis de cartographier les aires sensorielles et les aires motrices et d'autres régions. Et là, vous avez l'homonculus qui a été fait justement dans les années 40, où on voit que dans notre cerveau moteur, les régions les plus utilisées sont les plus étendues. Hein? Donc, on voit ici la main motrice. Elle a ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, hein, c'est-à-dire c'est l'activation cérébrale. C'est-à-dire que le cerveau se muscle en fonction de ce qu'on s'en sert. Hein, c'est-à-dire la proportion, c'est exactement comme ça. On voit ici représenter les cartes cérébrales des musiciens par imagerie. Hein. On voit les cartes de non-musiciens en noir, où on peut voir que les deux mains, théoriquement, si on est droitier, on utilise plus la main droite. Mais globalement, les deux mains ont une représentation importante, mais symétrique dans les deux cas.
Si on regarde la carte d'un pianiste professionnel, on s'aperçoit que dans les deux airs, les mains sont plus grandes, puisqu'il s'entraîne plusieurs heures par jour, il fait fonctionner ses mains. Donc, à partir de là, il augmente ses capacités. En augmentant ses capacités, il augmente les arborisations terminales et les synapses. Hein. Il renforce ses synapses. Hein. Et on peut voir, l'intérêt, c'est que quand on est violoniste, on a un archet qui a un geste répétitif, alors que pour les cordes, eh bien, c'est extrêmement précis, et c'est là que le violoniste doit s'entraîner énormément. Donc, la main gauche est beaucoup plus... Là, c'est la main gauche, puisque, en fait, ça croise hein, dans le cerveau. Donc, c'est la main gauche qui est beaucoup plus développée. Donc, c'est ça qu'on appelle la plasticité cérébrale. Mais c'est assez intéressant parce que simplement de jongler, d'apprendre à jongler pendant 3 mois, eh bien, on change la morphologie, du moins la surface, le volume de la région qui correspond au jonglage. Hein? Et c'est la même chose pour les mathématiciens. C'est-à-dire que si on est très très spécialisé, ça laisse un peu moins de place pour le reste. Hein. Il faut dire aussi ça, hein, parce que le cerveau est pas... si c'est pas activé, c'est repris par autre chose. Hein. Donc, c'est comme ça. Et puis, je vais quand même vous montrer... vous connaissez l'expérience de la main au caoutchouc. Vous la connaissez. D'autres personnes, vous la connaissez, l'expérience de la main en caoutchouc. Elle est au musée de la Villette. Hein. Donc là, dans cette expérience, comme c'est en anglais, je ne sais pas si vous comprenez l'anglais, mais comme c'est en anglais, je vais vous expliquer le protocole. Vous avez ici une personne avec les deux mains qui sont comme ça, cachées, dont la main droite ses mains sont cachées par un rideau. Et à côté, on a mis une main en caoutchouc. Hein? De l'autre côté, vous allez voir, derrière un rideau, l'expérimentateur va caresser la main, la vraie main, et la main en caoutchouc, pendant que la personne ne regarde que la main en caoutchouc. Donc, vous allez entendre ce qui se passe. Alors, on peut. Okay, Lynn, so what we've got here is you're sitting at the table, your left hand is in normal position. Voilà. Où elle est, la main est en position normale, et elle a une main en caoutchouc, et puis son autre main est à côté. Donc, what I'm going to do is show you how malleable your sense of body is. I'm going to start brushing. Voilà, elle regarde en train de caresser sa main en caoutchouc. Et en même temps, il caresse sa vraie main. Il fait ça pendant, voilà, pas longtemps. Voilà, voilà comment il fait. Voilà, elle dit c'est bizarre, c'est comme si la main à caoutchouc c'était ma main. Oui, oui, il pense. Alors là, il lui demande de pointer la main qu'il est en train de caresser. Et elle montre la main au caoutchouc. Voilà. Et là, il donne un grand coup sur la main en caoutchouc qui est en aucun cas reliée à son corps.
strike this hand, you actually have a genuine Elle physiological a response. pensé que c'était sa main. My heart's That's going. right. So Et I même, distressed some. voilà. Donc, ce que je, And if we put vous voyez, electrodes on you to ce measure qui the response, est you très actually get the same response. Me intéressant, striking this hand as if c'est I que, struck en fait, your real hand. elle a été stressée. Wow. So it C'est-à-dire just que demonstrates même, in only a minute c'est simplement par son cerveau qu'a your regardé sense of la body main, and your sense of self c'est-à-dire is quite qu'il y a des changeable. molécules qui circulent entre le corps et le cerveau. You can't actually see your writing. Okay, then, so what we've got here is Voilà. Donc, la conclusion, c'est que vraiment, ce que je veux montrer là, c'est qu'elle a été stressée. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cerveau sans corps. Hein. Et les molécules du stress sont justement des neurones modulateurs. Ce ne sont pas ni le GABA, ni le glutamate. Hein. Ce sont des molécules qui fait que on réagit émotionnellement et là c'est parce que bon, vous voyez, c'est quand même très important et vous voyez qu'au niveau du cerveau la plasticité est quand même très rapide, même si elle est labile. Hein, elle n'est pas renforcée, la plasticité qu'elle a eue, parce que ça n'a pas duré longtemps, mais n'empêche qu'elle a existé. Et surtout la liaison entre les différents sens, hein, comment on appelle ça, la syntonie, hein, entre les différents sens, c'est-à-dire la vision, le toucher, et qui a fait qu'elle a intégré cette main en caoutchouc comme étant la main, voilà. Alors, ce qui est important, ce que je vais vous raconter, c'est la synaptogénèse, parce que c'est quand même extrêmement important, cette synaptogénèse sur, je ne vais pas vous faire le développement du cerveau, mais sur ce schéma, on peut voir que le cerveau se développe avant la naissance, avec les neurones qui se développent, qui sont générés au sein de la zone ventriculaire, qui vont migrer, qui vont prendre leur place, qui vont envoyer des connexions, et tout ça se fait avant la naissance, avec un début de synaptogénèse extrêmement faible avant la naissance. La synaptogénèse, elle se fait surtout après la naissance. Ce qui est intéressant, c'est que les premiers influx nerveux, ce sont des rythmes, hein, comme le cœur qui bat à 4 semaines. Hein. Et les premières informations sont des rythmes. Et ce qui est très intéressant, c'est que le GABA, au début, il est excitateur. Il sert de starter pour le glutamate. Parce que si le glutamate était d'emblée comme ça, il serait toxique pour le cerveau. Donc le GABA est excitateur puisque les deux molécules GABA-glutamate sont très proches. Hein. C'est à partir de la glutamine qu'on a le glutamate et après décarboxylation, on a le GABA. Donc, et c'est simplement dans les ions qui circulent, c'est soit excitateur, soit inhibiteur. Et là, avec des ions chlore, je crois, c'est d'abord excitateur et après ça devient inhibiteur. Mais pour ce qui nous intéresse, c'est que la synaptogénèse, cette synaptogénèse glutamate-GABA, est programmée. C'est-à-dire que, vous voyez là, on a une synaptogénèse programmée, comme le reste du développement du cerveau est sous la dépendance des gènes de développement qui s'expriment spatialement et dans une temporalité qui fait que le cerveau se forme. Et dans ce contexte, la synaptogénèse est programmée, c'est-à-dire que
autour de la naissance, de manière génétique, on a trop de neurones, de synapses et d'arborisation. C'est comme s'il y avait du trop pour rencontrer l'environnement, de manière à ce que l'environnement sélectionne les synapses qui sont utilisées, c'est-à-dire en bougeant, en mangeant, en faisant des choses, le bébé expérimente et renforce ses synapses. Et c'est pour ça qu'il faut répéter. Hein. Donc on renforce, on renforce, on renforce, on renforce. Et la stimulation est absolument nécessaire pour la mise en place normale de toutes les fonctions. Hein. Et les synapses, les réseaux renforcés vont former le disque dur cérébral, alors que les synapses non renforcées, elles vont se rétracter et disparaître, ou rester à l'état latent. C'est ce qu'on appelle l'élagage. Hein. Et c'est la stabilisation des réseaux qui est spécifique à chacun et qui correspond à nos disques durs cérébrales. Et ce disque dur cérébral est essentiellement GABA, glutamate. Hein. Donc, et c'est sans cesse, ce qui est censé modifier, ce ne sont pas les neurones. Il faut pas, ce ne sont pas les neurones, ce sont les connexions, hein, et les synapses qui sont sans cesse modifiées. Alors, on voit l'installation de chaque fonction tout au cours de l'enfance, c'est-à-dire que le maximum, énormément de fonctions essentielles s'installent pendant les 1000 premiers jours de vie, mais après, bien évidemment, les autres fonctions s'installent de la même manière. Hein. Alors, maintenant, on va voir comment ça se passe au niveau même de la synapse. Hein. Parce que la synapse, c'est quand même les invariants des neuromédiateurs dans une synapse. D'abord, il y a la synthèse du neurotransmetteur à partir du précurseur. Alors, j'ai dit que c'était très simple. Hein, pour le glutamate, c'est la glutamine. Le GABA, c'est à partir du glutamate. Et ça se fait beaucoup. Il y a un cycle glutamine, GABA, glutamate dans les astrocytes, hein, qui est juste à côté et qui est. Hein. Donc, il y a l'enzyme de ça. Autrement, pour la noradrénaline, l'adrénaline, ce sont des enzymes de synthèse, la tyrosine hydroxylase, la décarboxylase, enfin des tas d'enzymes qui font que on part du précurseur et qu'on arrive avec le neuromodulateur dans la synapse. Après, il y a le transport au sein des vésicules. Donc, il y a le transport vésiculaire avec des transporteurs vésiculaires qui sont assez globaux pour les monoamides. Après, il y a les transporteurs, il y a la libération, vous voyez, à partir d'un vésicule. Le vésicule se met sur la membrane synaptique, il libère le neuromodulateur ou neurotransmetteur, et ensuite, il ne peut pas rester longtemps. Il est obligé d'être recapté ou dégradé. Hein. Donc, la recapture pour pouvoir être réutilisé, ou alors il se fixe sur deux grands types de récepteurs, des récepteurs canaux qui fonctionnent avec des ions, hein, ou des récepteurs qu'on appelle métabotropiques qui fonctionnent avec des mécanismes des protéines G, des mécanismes de signalisation, hein, complexes. Donc voilà.
En fait, le problème, c'est qu'il y a très peu, je vais simplement vous prendre comme exemple l'épilepsie pour la glutamate et le GABA. Parce qu'il y a peu de médicaments qui agissent sur la synapse glutamatergique, parce que les mécanismes, on en comprend une partie, c'est tellement complexe qu'on on n'a pas encore compris les médicaments, on n'a pas encore compris la mécanistique de la synapse glutamatergique. Car, par contre, la synapse GABAergique est beaucoup mieux comprise. Alors, dans l'épilepsie, il y a beaucoup trop de libération et de glutamatergique, et ça donne des ondes qui n'arrêtent pas, qui ne s'arrêtent pas, et on est obligé de bloquer la synapse glutamatergique. Donc là, je ne vais pas vous dire la liste, vous prenez une photo si ça vous intéresse, mais c'est pour vous dire qu'on essaye d'agir au niveau de la libération, au niveau des récepteurs, au niveau des canaux calciques, calcium dépendants, et au niveau des canaux ioniques. Hein. Donc, vous voyez, les mécanismes sont complexes. Et pour le GABA, c'est la même chose, c'est aussi inhibition de la recapture du GABA, inhibition de la dégradation du GABA aussi, parce que donc ça augmente, si on diminue la dégradation, ça augmente la quantité de GABA. Et je vais juste vous parler du récepteur GABA-A, qui est un récepteur de la benzodiazépine. Parce que les benzodiazépines, bon, alors, bon, je pense que vous savez ce qu'est un récepteur. Hein. C'est-à-dire, le récepteur est la cible de n'importe quelle molécule, que ce soit un neuromédiateur, une hormone, une cytokine, aussi bien dans le système immunitaire, qui va se fixer dans un système clé-serrure au niveau des membranes et au niveau aussi bien du cerveau que du corps. Hein. Donc, c'est des molécules circulantes, etc. Et les médicaments, il y a énormément de médicaments qui agissent comme ligands au niveau des récepteurs. Donc, alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce récepteur GABA-A, il est composé de 5 sous-unités, mais bon, le premier médicament qui a été utilisé il y a 50 ans contre l'épilepsie, c'était les barbituriques. Eh bien, les barbituriques agissaient déjà sur le récepteur GABA. À l'époque, on ne savait pas. Donc, en fonction de ces différentes sous-unités qui se combinent plus ou moins, ça fait des combinaisons et des structures spatiales différentes pour recevoir le ligand. Ça peut être de l'éthanol, ça peut être de l'alcool, hein, ça peut être des benzodiazépines, ça peut être du GABA, ça peut être des barbituriques, et ça peut être des stéroïdes. Vous voyez, sur le même récepteur, en fonction de sa conformation. Donc, vous voyez combien c'est complexe, parce que c'est pas le tout de dire c'est le récepteur GABA. Si vous voulez un anti-inflammatoire, c'est quand même pas la même chose que autrement. Voilà. Mais n'empêche que on l'utilise comme anxiolytique. Hein, contre l'épilepsie, pour le sommeil, l'anxiété, les crises de panique. Donc, il active, il potentialise l'activité inhibitrice du GABA. Et il se fixe sur les récepteurs GABA-A. Mais bon, vous voyez, j'ai mis un certain nombre de produits, mais j'en parle parce que le problème qu'il y a des effets secondaires
pour le benzodiazépine. C'est comme si la conformation se modulait en fonction des prises. Et qu'en fait, ça peut donner des effets des inhibiteurs. En plus, il ne faut pas en prendre trop longtemps parce que ça ne fait plus d'effet. Hein. C'est sédatif, ça peut donner de la confusion parce qu'on est les champions du monde hein, de ce genre de produits. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Et en plus, ça peut entraîner des pertes de mémoire et des problèmes d'apprentissage et de concentration. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle une pharmacodépendance. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Alors voilà, maintenant, je vais passer, j'ai parlé essentiellement du glutamate et du GABA, ce que j'ai appelé les neurotransmetteurs qui correspondent au disque dur cérébral, en 95% de nos synapses. Et là, maintenant, je vais parler de ce que j'appelle les neuromodulateurs, dans le sens où ils peuvent être excitateurs et ou inhibiteurs, en fonction des cas. Hein, c'est-à-dire qu'ils se rajoutent à l'inhibition GABA en modulant de manière beaucoup plus fine cette excitation-inhibition. Hein. Donc, vous avez, donc c'est à peu près 5% des connexions cérébrales, c'est-à-dire peu. Hein, et comme j'ai dit, ça traite des émotions et des humeurs. Je mets dedans l'acétylcholine parce que l'acétylcholine, elle est entre les deux. Hein, l'acétylcholine, elle peut être myélinisée et pas myélinisée, alors que les autres sont pas myélinisés. Ceux-là, les neuromodulateurs ne sont pas myélinisés. Alors, en fait, je reviens à l'organisation du cerveau. Parce que, bon, c'est un schéma qui a été fait dans les années 50, mais la seule chose qui a changé, c'est qu'on ne peut pas dire reptilien, parce que les reptiles, ils ont un cerveau limbique et un cerveau cognitif à l'état d'ébauche. Moi, j'appelle ça plutôt un cerveau primordial, archaïque, enfin, que nous avons en commun avec les animaux. Hein, pratiquement tous les animaux, c'est-à-dire des fonctions végétatives, des organes qui fonctionnent, une fonction sensitive et une fonction motrice. Hein. Pratiquement tous les animaux sont comme nous. Hein. C'est un cerveau primordial. Et ce cerveau primordial fonctionne aussi avec le glutamate et le GABA. Vous avez aussi le cerveau cognitif, hein, c'est-à-dire le cortex, les fonctions intellectuelles, l'intelligence, la pensée, le langage, l'environnement, l'adaptation, etc. Tout ça, c'est les neurotransmetteurs. Et entre les deux, vous avez le cerveau limbique. On l'a appelé limbique parce que ça faisait comme une espèce de boucle, comme ça. Ça a été appelé par Broca, ou je ne sais pas qui, mais enfin au 19e siècle, et le circuit de Papez. Enfin, bon, mais n'empêche que je me souviens dans les années 90, quand j'ai commencé à travailler sur la dopamine, bon, on se disait, est-ce que la substance noire, c'est dans le cerveau limbique? Eh bien oui, les vrais anatomistes nous disaient oui, c'est dans le cerveau limbique. Hein, et il faut aller dans des articles des années 90, parce que maintenant, enfin, personne ne parle de ça comme ça. Parce que, en fait, ce cerveau-là, il est sous-cortical. Sous-cortical. Et quand je vous dis que ceux qui font de l'IRM, eh bien, ils font pratiquement que du cortex. Donc, ils ne connaissent pas bien l'anatomie du sous-cortical. Donc, parce que c'est là où les émotions, j'ai même pas dit, les émotions, elles arrivent
Au niveau du cortex, on a des émotions. Ah bah si, à un moment, je le dis. Au niveau sensoriel, je vais le dire au niveau de l'adrénaline. Donc, je vous en parlerai. Donc, voilà. Ce dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, c'est de la transmission synaptique, c'est-à-dire dans des récepteurs proches. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de 20 à 40 nanomètres, c'est-à-dire 10 puissance moins 9 mètres. C'est-à-dire que le GABA ou le glutamate sont libérés dans la fente synaptique qui fait 20 nanomètres et pouf, ils tombent sur les récepteurs qui sont là, en face. Donc ça ne bouge pas. Hein, c'est quelque chose... Voilà. Par contre, ce qu'on appelle la transmission volumique à distance, c'est-à-dire le long de ces axones, ces arborisations qui ne sont pas myélinisées. Qui ne sont pas myélinisées. C'est ça le truc. Eh bien, il y a des espèces de varicosité, c'est-à-dire des espèces de gonflements, où il y a des vésicules qui libèrent dans l'espace extracellulaire des neuromodulateurs. Pardon, donc le long de l'axone, pas seulement à la terminaison axonale. Le long de l'axone et pas seulement à la terminaison. C'est ça qu'on trouve. Alors c'est vrai que moi, je voulais vous montrer une photo d'électronique que j'avais faite, parce qu'on va mettre dans l'article, dans les années 90. À cette époque-là, on voyait des axones, et puis on voyait quand même des vésicules de temps en temps, des varicosités. Mais il a fallu des années, et c'est seulement ces 10 dernières années, où vraiment le fait que ce soit libéré, que ça aille toucher des récepteurs sur une grande distance, est maintenant démontré. Hein. Donc, en fait, voilà, c'est-à-dire qu'il y a la libération des neuromodulateurs qui vont dans l'espace extracellulaire et dans les vésicules, il y a quelquefois, ils ne sont pas seuls, ils sont plusieurs à être libérés, hein, et qui vont dans une grande distance. Cette distance, elle peut aller du micron, c'est-à-dire 1000 fois plus loin, 1000 fois, ou 10 000 fois, ou 100 000 fois plus loin. Vous voyez, et à partir de la libération, il y a un gradient de... mettons que les récepteurs soient dans le coin. Hein, la concentration du neuromédiateur, elle diminue en fonction de la distance. Donc, vous avez des actions qui sont différentes sur les récepteurs, en plus, hein, qui sont plus ou moins fortes. Ça fait comme une espèce de gradient comme ça de diffusion qui est extrêmement difficile à démontrer, à voir. Donc, en fait, voilà. Par exemple, là, dans cet article-là, on voit des exemples d'arborisation axonale au niveau du striatum. Le striatum, c'est une des parties du cerveau qui appartient au ganglion de la base et qui est fait pour la motricité fine. Hein, la motricité fine. Vous avez des axones d'histamine, de dopamine, mais le GABA aussi peut faire ça. Pas le glutamate, mais le GABA peut aussi avoir de la transmission volumique de l'acétylcholine qui converge vers les neurones, les axones glutamate GABA du striatum. Dans le striatum, il y a énormément de neurones GABAergiques. Donc, vous voyez, ils sont régulés par l'histamine, l'acétylcholine, la dopamine, et non seulement, ils colibèrent, ils sont colibérés, ouais, ils sont colibérés, et après,
il se fixe sur de très nombreux récepteurs à distance avec des actions qui sont soit inhibitrices, soit excitatrices. Vous voyez le degré de complexité hein, dans cet article-là. Alors, la caractéristique de ces neuromédiateurs, c'est que les neurones d'origine sont loin de leur cible. C'est-à-dire que c'est bon, c'est ce que j'ai dit, libération par de nombreuses varicosités, neurones, glis, astrocytes, à projection longue, et en fait, vous voyez là le groupe de neurones dont je vais vous montrer comment il est, hein, qui envoie des connexions, et puis ça, ce sont les varicosités au niveau des régions cibles. Voilà, ça c'est un dessin que j'ai fait moi-même parce que je travaillais à l'époque sur le développement de la dopamine humaine. Donc on peut voir ici que les groupes de neurones qui ont été décrits dans les années 60-70, hein, des neurones localisés dans les parties postérieures du cerveau, c'est-à-dire le diencéphale, le mésencéphale, le tronc cérébral, hein, qui envoie des axones longs, non myélinisés, dans différentes régions. Hein. Donc, on peut voir le groupe A, c'est la substance noire. Alors, il y a des groupes, ils en ont décrit 13 groupes pour la dopamine, etc. Donc, moi, je vais vous dire les plus importants, hein, parce que autrement, c'est extrêmement compliqué. Mais c'est des groupes, des faibles groupes de neurones, c'est quelques milliers de neurones. C'est-à-dire le locus ceruleus qui donne pratiquement toute la noradrénaline dans le cerveau, c'est quelques milliers de neurones hein, qui envoient des efférences dans tout l'ensemble du cortex cérébral hein, et dans d'autres régions comme le cervelet. Hein. Donc, vous voyez, et la sérotonine, c'est 450 000 neurones, c'est-à-dire sur les milliards de neurones qu'il y a, vous voyez que c'est pas beaucoup. Et c'est pour ça que quelque part, comme ils sont peu nombreux, ils envoient des connexions longues, ils ont des problèmes, ils ont une certaine vulnérabilité. La maladie de Parkinson, c'est la perte des neurones dopaminergiques. Hein. Et en fait, on s'aperçoit que en fait, un neurone, ça donne des millions d'arborisations. Bon, il faut envoyer l'énergie hein, à partir du corps cellulaire. Il y a des problèmes énergétiques. Il y a des problèmes, de flux. Simplement le flux axonal pour trimballer toutes les molécules. Vous voyez, et c'est pour ça qu'il y a une certaine vulnérabilité de ces systèmes. Alors, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ces modulateurs, au point de vue fonctionnel, ils sont à la fois différents et complémentaires. Hein, c'est-à-dire, ils sont différents. C'est-à-dire que, par exemple, la noradrénaline, ça agit sur l'urgence, le changement, la vigilance. On va bien voir dans le stress, dans le syndrome vagal, quand on tombe. Bon, vous voyez, du trop. Hein, vigilance, changement, là. Mais ça a à voir aussi avec l'anxiété, l'irritabilité, et ça a à voir aussi avec la motivation. Vous voyez, alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ils se surveillent pas, mais ils se compensent les uns les autres. C'est-à-dire que quand il y en a un qui va pas trop bien, l'autre, il augmente. Vous voyez, c'est des régulations extrêmement fines. Hein. La dopamine, alors on verra, il y a aussi le système moteur, là, il n'est même pas indiqué. Vous avez le plaisir, la pulsion.
La motivation, c'est la dopamine. L'appétit, la sexualité, l'agressivité, mais ça, c'est aussi la sérotonine avec la nutrition, le métabolisme, l'impulsion. Vous voyez, et tout ça régule le cognitif, l'humeur et les émotions. Je trouve ce tableau extrêmement bien fait parce que ce sont des molécules qui circulent entre le corps et le cerveau et qui gèrent nos émotions, l'humeur, le plaisir, la motivation, beaucoup de choses. Alors que c'est très peu de cellules et beaucoup de connexions. Alors on va voir la noradrénaline. Alors par exemple, le stress qu'a eu la personne qui était un stress totalement adaptable, qu'elle a eu la personne à qui on a donné ce coup de marteau dans sa main en caoutchouc. Mais si vous êtes dans la savane, eh bien, ça commence par les sens. Vous voyez le danger, le lion dans la savane. En fait, il y a l'alarme est donnée par le système, le locus ceruleus dont je vous ai parlé, et la noradrénaline, à partir des connexions à partir des connexions visuelles, etc. Vous avez vous avez une connexion directement à l'amygdale, qui est le centre des émotions, que ce soit la peur, la joie, etc. L'amygdale, et là, vous allez avoir le développement des hormones du stress, avec la libération de cortisol, etc. Et tout se met en place en même temps, très rapidement. Et puis à partir d'un moment, on se dit, bon, quand on est retombé un peu sur Terre, on se dit, qu'est-ce que je fais? C'est seulement plus tard que le cognitif va décider avec le cortex préfrontal, qui a analysé tout ça. Alors, le circuit du stress. Le circuit du stress, on voit bien, là, vous avez... Qu'est-ce que je sais que ces récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine? Ah ben ils sont... Enfin, c'est pas à la bonne place, mais c'est pas d'importance. Alors, vous avez la noradrénaline avec le locus ceruleus, là, le nerf vague, évidemment, le cortisol qui est libéré par les glandes surrénales, et dont la régulation est gérée par les hormones de l'hypophyse. Et voilà, donc il y a une espèce de circuit qui se met en place, mais il y a le nerf vague à un moment qui freine le système, et le nerf vague, c'est l'acétylcholine. Donc, voilà. Donc, vous voyez, et ça en relation avec le corps. C'est-à-dire, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est quel est dans cette conférence, quel est le véritable rôle des émotions, de notre humeur, etc., dans notre comportement. Alors la sérotonine, on dit que c'est l'hormone du bonheur depuis qu'on a trouvé le Prozac, enfin l'inhibiteur des captures, régulation de l'humeur, veille-sommeil, l'appétit, la perception de la douleur, la température du corps. Vous voyez, c'est quand même très varié. La libido, la vigilance, etc. Donc ce sont des noyaux qui se trouvent dans le tronc cérébral, toute une série de noyaux qui projettent dans différentes régions. Et en fait, alors, nous, c'est ce qu'on a appris quand on était dans les années 80, début des années 2000, à la Salpêtrière, à travailler sur la sérotonine. Bon, j'ai travaillé ça sur le singe, machin, chez l'homme, un peu, etc.
Puis tout d'un coup, pouf, on nous dit, il y a 70% de la sérotonine qui se trouve dans les intestins. Bon, alors on est obligé de revoir sa copie, mais de toute façon, vous voyez, c'est-à-dire que ces molécules circulent entre le corps et le cerveau, avec des récepteurs, etc. N'empêche que ce qui a été démontré au niveau cérébral reste toujours valable pour certaines choses. Donc, ça rajoute des choses et ça change de perspective. Mais n'empêche que la synapse sérotoninergique, parce que voilà, on connaît la synapse, parce que la transmission volumique à distance, on peut juste constater qu'elle existe. Pour l'instant, on a du mal à trouver ce qui se passe. Donc, pour la synapse sérotoninergique, il y a 2 étapes qui sont importantes. C'est la recapture de la sérotonine par une molécule qui s'appelle le CERT. Et quand on inhibe cette recapture, eh bien, on augmente la sérotonine. Et en augmentant la sérotonine, on augmente son action sur les récepteurs. Et du coup, on se sent mieux. On se sent mieux. Donc, c'est à la fois les récepteurs et à la fois les sites de liaison. Et les antidépresseurs qui se trouvent au niveau de la recapture de la sérotonine. Voilà. Si. Alors, évidemment, les récepteurs, c'est extrêmement complexe. Alors, il y a plus de 15 récepteurs différents dans le cerveau. Alors, ces récepteurs, ils sont couplés, métabotropiques, couplés au protéine G. Il y en a qui sont métabotropiques, il y en a qui sont ionotropiques. Ils peuvent être inhibiteurs, ils peuvent être activateurs, excitateurs. Ils sont plutôt inhibiteurs et aussi excitateurs. Et quand on essaye cet article-là, essaye de voir la régulation à partir des neurones du RAFé, c'est-à-dire les neurones qui se trouvent dans le tronc cérébral, qui envoient des connexions au cortex, et on essaye de voir au niveau de la cellule pyramidale glutamatergique où ça agit, ou au niveau du neurone GABA, où est-ce que ça agit. Alors, c'est simplement pour vous montrer la complexité des interactions que je vous montre ça. Neurone dorsal envoie des terminaisons vers le cortex, neurones pyramidaux et des interneurones GABA. Voilà. Donc, et c'est surtout le rôle majeur des récepteurs 5-HT, c'est-à-dire sérotonine 1A et 2A. Voilà. Vous voyez, on connaît certains récepteurs, on connaît des médicaments, des ligands qui peuvent remplacer la sérotonine parce qu'ils se fixent de manière similaire et ce sont les médicaments qu'on utilise. Voilà. Alors, les médicaments agissant sur ces récepteurs du cerveau, plutôt inhibiteurs mais aussi excitateurs, les agonistes, c'est-à-dire qui vont dans le sens de la sérotonine, qui stimulent directement les récepteurs, ça peut être des antimigraineux, d'autres qui sont antagonistes, c'est-à-dire qui bloquent le récepteur, ça peut être des antipsychotiques atypiques. Et puis, on sait de plus en plus qu'il y a des effets comportementaux hallucinogènes, comme le LSD, la psilocybine ou la mescaline, qui activent les récepteurs 5-HT2A. Vous voyez, c'est-à-dire c'est des médicaments qu'on essaye maintenant d'utiliser à l'hôpital comme antidépresseurs, parce qu'on s'aperçoit que ça peut marcher.
Mais vous avez eu une conférence là-dessus, vous m'avez dit, hein, un peu. Oui, enfin. Bon. Mais en fait, on est assez frileux en France pour utiliser ce genre de thérapie, parce qu'on a eu des cas dans les années 60 qui ont mené à certains dégâts. Donc on se méfie de ces drogues hallucinogènes, alors qu'elles ont quand même des capacités antidépressives qu'on redécouvre, mais qu'on utilise uniquement à l'hôpital, hein, et que dans certains hôpitaux. Alors la dopamine, le circuit du plaisir, moi j'appelle circuit du plaisir, et parce que la récompense, la récompense, comme les 3/4 des articles sont faits sur les jeux, que moi les jeux ne m'intéressent pas, j'arrive pas à utiliser le terme récompense. Ça va pas, ça me convient pas. Parce que en fait, ce circuit gère le plaisir et l'addiction, hein, c'est-à-dire les deux côtés, la motivation, le plaisir, l'addiction. Bon, alors, mais enfin, on peut l'appeler comme on veut, ça n'a pas d'importance. En fait, ce circuit part d'un noyau qui s'appelle l'aire tegmentale ventrale, et il y a un noyau où il y a une étape, c'est l'accumbens, qui est extrêmement important, c'est un noyau sous-cortical qui est très important dans ce circuit, et qui va au niveau du cortex préfrontal. Mais bon, nous, on a fait dans notre laboratoire les terminaisons dopaminergiques. On en a vu au niveau du cortex préfrontal, au niveau du cortex moteur, au niveau du cortex cingulaire, chez l'homme. Donc, vous voyez, c'est extrêmement complexe. Donc, et puis il y a l'autre circuit qui est le circuit moteur avec la substance noire qui donne des terminaisons au niveau des ganglions de la base, c'est-à-dire des noyaux qui régulent la motricité fine. Et c'est ces noyaux ce circuit qui est lésé dans la maladie de Parkinson, mais il y a des Parkinsoniens qui font des démences. Hein. Donc, vous voyez ces deux circuits qui sont plutôt au niveau du cortex préfrontal. Donc, ces deux circuits sont mélangés, bien évidemment. C'est pas si simple que je le dis. Donc, je ne vais pas vous parler de la maladie de Parkinson, chose que j'avais fait l'année dernière. Mais on peut voir que ce qui est très important pour la dopamine, c'est la motivation. La motivation, et ces deux groupes, ça module aussi l'appétit, l'agressivité, c'est-à-dire qu'on a vu dans le circuit, par exemple, quand j'ai fait mon article sur le stress, bien évidemment, il y avait la noradrénaline, etc. Mais on a bien décrit dans ces articles de Médecine Science sur le stress les modulations dopaminergiques et sérotoninergiques. Vous voyez, c'est très imbriqué. Hein. Ces trois molécules sont très imbriquées. Hein. Donc, en fait, l'aire tegmentale ventrale, c'est le plaisir, la motivation, le plaisir et le renforcement des comportements positifs, hein, qui est quand même des expériences positives. Enfin, je vois ça de manière très globale, hein, comme vous pouvez voir. Alors, bien évidemment, on peut agir au niveau de la recapture. Le dopamine
dopamine transporteur de la récapture, au niveau des enzymes de dégradation, et au niveau des récepteurs. Alors les récepteurs dopaminergiques sont essentiellement métabotropiques. Il y a deux grands groupes, D1 et D2, et les autres groupes sont reliés à ces deux grands groupes. Donc, et on peut voir, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque l'effet des drogues, plaisir, addiction, donc vous avez la cocaïne et les amphétamines qui jouent sur l'inhibition de la recapture de la dopamine, le cannabis, la nicotine et l'alcool qui jouent sur les endorphines. Hein, vous connaissez les endorphines, ces molécules que nous sécrétons quand on fait du footing, quand on fait quelque chose qui nous font vraiment plaisir, et qu'après on devient addict au footing. Mais enfin, bon, c'est toujours la même chose. Enfin, je vous dis des choses extrêmement de haut, hein, parce que c'est beaucoup plus complexe que ce que je raconte. Mais bon, c'est pour que vous ayez une vision globale. Hein. Cannabis, nicotine, alcool. Par exemple, la nicotine. Bon, la nicotine, l'alcool, le tabac, ça se met sur les récepteurs nicotiniques. Et en fait, de fumer, c'est extrêmement bon pour les parkinsoniens. Comme quoi, c'est contre-intuitif, mais n'empêche qu'on a besoin de stimuler au niveau des ganglions, du striatum, des ganglions de la base, les récepteurs cholinergiques nicotiniques et qui activent la motricité fine. Hein, voilà. Alors, il y a les opiacés, évidemment, qui augmentent indirectement la dopamine. C'est une inhibition GABA, A, qui inhibe les récepteurs cannabinoïdes B1. Vous voyez, c'est des interactions entre les récepteurs qui sont compliquées. Et la benzodiazépine qui augmente indirectement la dopamine par les récepteurs GABA. Vous voyez, donc j'ai fait une espèce de liste comme ça, qui n'est pas exhaustive, mais qui peut vous indiquer comment ça fonctionne. Alors maintenant, on va passer à l'acétylcholine. C'est déjà 17h. 18h. Bon, on a encore une demi-heure. Bon, alors, l'acétylcholine. Donc, l'acétylcholine, c'est intéressant parce qu'il y a l'acétylcholine centrale, hein, qui se trouve toujours dans des noyaux précis. Là, c'est au niveau du diencéphale, le noyau. Je vais parler du noyau basal de Meynert qui envoie des connexions au niveau cortical, parce que c'est plutôt celui-là, vous savez, à un moment, on a sorti un médicament pour l'Alzheimer qui était cholinergique. En fait, il ne marche pas bien, hein. Il ne marche pas bien du tout. Mais en fait, on sait que l'acétylcholine agit sur les fonctions cognitives. Donc, c'est un pansement sur une jambe de bois, quoi. Exactement. Donc, vous voyez, c'était une mauvaise piste. Hein, c'était totalement une mauvaise piste. Mais c'est à partir de ce... C'est encore remboursé. Non, c'était remboursé. C'était remboursé, mais je ne sais pas s'il continue pas à rembourser à des gens qui sont addicts. Mon amie qui a le syndrome de Benson, c'est déremboursé pour elle. Elle le paye. Hein. Ah d'accord. On lui donne, mais elle le paye. D'accord. Mais n'empêche qu'elle en prend. Non, mais c'est marrant. Oui, oui, elle met les Alors, vous voyez, c'est-à-dire l'effet placebo, à la limite, dépasse l'effet... et quelquefois, ça la rassure tellement de prendre ce médicament que ça lui fait du bien. La neurologue, donc, c'est vrai que est-ce que la sécurité sociale a payé l'effet placebo? C'est une vaste question.
la question. Mais c'est intéressant. Alors, évidemment, il y a deux grands types de récepteurs, les muscariniques et les nicotiniques. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que vraiment, c'est trop... mais l'acétylcholine est quand même impliquée au niveau central sur l'apprentissage, la mémoire, la réponse au stress et les fonctions cognitives. Mais l'acétylcholine est aussi, surtout au niveau périphérique, au niveau du nerf moteur, l'axone moteur acétylcholine qui arrive au niveau de la plaque motrice, hein, qui fait bouger le muscle. Hein. Et là, on a un axone, il n'est pas myélinisé puisque c'est la cellule de Schwann qui est l'équivalent de la myéline au niveau périphérique, mais il est comme myélinisé. Donc, vous voyez, c'est quand même très important, la plaque motrice. Hein, parce que ça, c'est tout des vésicules. Hein. Et on a des wagons avec des récepteurs nicotiniques en face, des wagons, hein, pour la plaque motrice. Et puis, il y a le système nerveux autonome, où vous avez l'adrénaline qui est le neurotransmetteur activateur, hein, mais surtout la régulation parasympathique qui inhibe, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, quand on est dans la savane, au bout d'un certain temps, il y a la libération d'adrénaline et après, il y a la régulation avec le nerf vague. Si on n'y arrive pas, on fait un syndrome vagal et puis pouf, on tombe. Ça veut dire que le nerf vague n'a pas joué son rôle. Mais le nerf vague, c'est extrêmement intéressant parce que il y a une théorie polyvagale dans le sens où il y a un nerf vague non myélinisé, un nerf vague myélinisé, un nerf vague qui peut agir au niveau des rapports sociaux chez les bébés, etc. C'est la théorie polyvagale, c'est extrêmement intéressant. Hein. Donc c'est pour ça que le nerf vague, l'acétylcholine est quand même à mettre un peu en dehors de la classification que j'ai faite à l'origine. Alors, je vais conclure par quelques diapos. Alors, donc, pour nous résumer, on a les grands réseaux, 95% des réseaux, exécutive, attention, intention, et qui relie les fonctions comportementales et cognitives, essentiellement glutamate GABA. À côté de ça, mais bien évidemment, ces fonctions sont aussi régulées finement par la dopamine, la sérotonine et l'adrénaline. C'est aussi régulé finement. Hein. C'est pas aussi. Là, c'est pour simplifier que pour la compréhension. Mais tout ça est entremêlé de manière, comme vous avez vu sur les quelques schémas d'articles récents, où c'est extrêmement compliqué. Les réseaux limbiques, émotionnels, circuits de stress, récompense, plaisir, etc., sont plus noradrénergiques, adrénergiques, sérotonine, acétylcholine. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que quand même, on a des relations avec le corps. On ne peut pas dire que le cerveau, il fonctionne tout seul. Hein, c'est-à-dire, toutes ces molécules circulent entre le corps, les dernières là, entre le corps et le cerveau, comme les hormones, comme le cortisol, comme énormément d'hormones qui partent de l'hypophyse et qui régulent les reins, les différentes fonctions. Hein. Voilà, et sans oublier le deuxième cerveau intestinal associé au microbiote. Hein. Ce deuxième cerveau, dont j'ai dit que 70% de la sérotonine venait des cellules chromaffines des intestins. Hein. Donc, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Alors, ce que je voulais te dire,
pour simplifier, c'est qu'on pourrait dire que les neurotransmetteurs glutamate GABA, c'est le disque dur cérébral. Un espèce de disque dur avec des synapses, tout ça, même s'il y a la plasticité au niveau des terminaisons en fonction de l'activité, c'est quand même quelque chose qui est restreint au cerveau. Hein. Alors que les neuromodulateurs, ça circule entre le cerveau et le corps. Hein. Et c'est réglé aussi par l'épigénétique. Alors là, c'est encore un autre sujet. Et c'est pour ça que je vais définir quelle épigénétique. Parce que l'épigénétique, on la met à toutes les sauces. Et je vais essayer de vous dire, moi, l'épigénétique dont je pense. C'est-à-dire que là, pour nos neurotransmetteurs, neuromodulateurs, on a les briques du vivant. Les briques, c'est des acides aminés qui sont la résultante du code génétique et la synthèse des acides aminés. Hein. C'est de la génétique pure et dure. Hein. L'association des acides aminés vont faire des protéines, hein, qui vont être les hormones. Bon. Mais là, on est dans les briques du vivant. Et c'est vrai que ces neurotransmetteurs et neuromodulateurs, on s'étonne maintenant d'en trouver dans les plantes. Mais c'est intéressant d'avoir de la dopamine et de la sérotonine dans les plantes. Donc, bon. Et alors, à cette génétique, on a 23 000 gènes, c'est-à-dire extrêmement peu pour fabriquer notre corps. Donc, on a un disque dur cérébral qui est génétiquement fabriqué, mais avec le peu de gènes qu'on a, ces gènes, ils servent à plusieurs choses. Ils servent différemment dans les différents organes, ils servent différemment au cours du développement et chez l'adulte. Ce sont les mêmes gènes qui ont une fonction au cours du développement, qui va changer ensuite chez l'adulte, les mêmes gènes. Et puis en plus, qui va changer dans les organes. Et en fait, qu'est-ce qui va changer? C'est l'expression de ces gènes. Et c'est ça qu'on appelle l'épigénétique. Mais ce qu'on découvre actuellement, c'est que l'interaction entre les parents et les enfants, c'est-à-dire les émotions, le stress, les émotions, les relations sociales, l'environnement avec des perturbateurs endocriniens. Là, à l'hôpital Robert Debré, ils utilisent plus de plastique. Enfin, c'est une bataille continue pour utiliser des biberons en verre, pour pas utiliser de micro-ondes, mais vous voyez, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que tous les produits chimiques qui ont été introduits avec l'industrie chimique qui s'est développée à partir de la fin du 19e siècle, maintenant, on bouffe n'importe quoi et notre corps n'est pas censé être capable de libérer autre chose, de digérer des choses qui ne sont pas biologiques. Bon, on en est là. Et c'est pour ça que cette épigénétique, c'est-à-dire l'expérience du vivant, en fait, hein, parce que c'est la rencontre avec l'environnement, en fait, l'épigénétique, c'est ça. Ça entraîne la modification structurelle des gènes, des méthylations, des histones, etc., de toutes les molécules qui entourent les gènes, les histones, etc. Et nous, oui. Pardon, vous pouvez préciser ce que c'est une méthylation, s'il vous plaît? Eh bien, c'est-à-dire, on rajoute un CH3, c'est quoi? On rajoute un CH3. Donc, on forme un composant stérique, donc sur une base, donc il n'y a plus de lecture possible. Donc au niveau de l'ADN dans le noyau, hein, pas au niveau de... Okay. Voilà, la méthylation, c'est au niveau de l'ADN dans le noyau. Non, c'est au niveau des histones. Aux histones qui régulent l'expression des gènes. Merci. Et si vous regardez l'article qu'on a écrit
sur la modulation du stress. On peut voir on a pris l'exemple de vétérans du Vietnam qui avaient été traumatisés. C'est là où on a découvert le stress post-traumatique. Et les vétérans du Vietnam ont eu des enfants, etc., qui ont eu eux-mêmes des problèmes, comme si leur épigénétique avait été transmise. Eh bien, on s'est aperçu que les enfants faisant des psychothérapies changeaient les méthylations en question en faisant des psychothérapies. Ça veut dire qu'il y a, c'est réversible. L'intérêt de l'épigénétique, c'est que c'est réversible, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez compris un peu le trauma que vous avez eu, eh bien c'est ça l'intérêt des psychothérapies, c'est de pouvoir changer l'épigénétique. Enfin, moi je ressens ça comme ça, qui suis handicapée, et j'ai l'impression que j'arrive à changer mon épigénétique. Enfin, c'est peut-être fort, mais c'est comme ça. Donc, vous voyez... Pardon, en tout cas, ça a été observé au niveau moléculaire. Oui, au niveau moléculaire. C'est-à-dire, on fait des dosages avant et après la psychothérapie. Vous comprenez, c'est quand même pas... C'est au niveau moléculaire. Et là, dans cet article, vous trouverez les articles qui disent ça. On sait tel gène, quel gène a été modulé, et on a mesuré la méthylation de ce gène avant et après. Et on s'est aperçu qu'il y avait une différence. Ils l'ont fait sur les souris aussi d'ailleurs. Ah oui, ça, chez les souris. Ils l'ont fait chez aussi les souris. avant, après, Ah oui, etc., bien sûr, bien sûr. De les stresser, Mais ça c'est que... déjà bien fait pour les cages qui sont de travers ou quand on fait des traumatismes chez les mères gestantes, et puis on regarde ce qui se passe après chez les petits. Ça, c'est extrêmement démontré. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est démontré aussi chez l'homme, avec les... Voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, vous voyez, c'est pour ça, là où vous avez la noradrénaline, la sérotonine et la dopamine, parce que ce sont des gènes qui régulent la dopamine et la sérotonine, qu'ils ont mesuré chez ces fils de vétérans. Alors, prise de décision. Alors, on décide avec nos cortex préfrontal, théoriquement. C'est un dialogue entre différents types de connexions, entre la raison, enfin, je simplifie à l'extrême, juste pour... Bon, la raison et les émotions qui sont plutôt limbiques, gérées au niveau orbitofrontal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on a des lésions préfrontales, quelque part, il y a des troubles des comportements ou avec des difficultés motrices, des difficultés de prise de décision, de la négligence, de l'absence de réaction affective, ou des troubles du langage, ou des troubles de l'attention et de l'apprentissage. Alors, je vais terminer sur l'exemple de Phineas Gage. Vous le connaissez tous. C'est un grand ami. Eh bien, tout ça pour vous dire que quand même, que la région préfrontale qui perdait le nord, et que ce contremaître qui était... En fait, je le dis pour... ça marche toujours? Oui, ça tourne toujours. Bon. Alors, ce contremaître, en fait, il était responsable des explosifs. Donc, c'était quelqu'un qui avait les neurones en ligne, donc qui était quand même solide. Et à partir du moment où il y a eu cette barre, on lui a touché l'épaule, et la barre en fer très très chaude est passée par ce cortex préfrontal, orbitofrontal, et puis ça passe aussi par le nerf optique. Alors il a perdu la vision d'un œil, et cette région-là, et simplement la perte de cette région-là, a fait que
il n'arrivait plus à gérer sa vie. Hein. Donc, c'est ce qu'a dit Damasio dans son livre L'erreur de Descartes. Cette région préfrontale est liée, à l'humeur. Il est un inconstant, imprévoyant, incapable d'effectuer rationnellement des choses simples. Donc, vous voyez, donc le rôle important, parce que cette région orbitofrontale, elle est reliée à l'amygdale. C'est elle qui se développe très tôt au cours du développement. Hein. Elle est reliée à l'hippocampe, à l'amygdale. Elle est reliée, elle contient beaucoup de dopamine et de sérotonine. Hein. Et en fait, on s'aperçoit que bon, est-ce que c'est vraiment la raison ou est-ce que c'est les émotions qui gèrent, qui nous gèrent, qui gèrent notre prise de décision. C'est ça. Et puis moi, je voulais faire une petite conclusion sur l'IA. L'IA. J'ai parlé des réseaux de neurones qui étaient à l'origine de l'IA, dont j'ai entendu des conférences dans les années 90 à la Salpêtrière. Bon, mais en fait, l'IA, c'est un cerveau sans corps. Bon, ça veut dire un cerveau sans émotion. C'est pas parce qu'ils font leur robot avec un sourire qu'ils ont des émotions. Il n'y a aucune molécule qui circule entre le cerveau et le corps puisqu'il n'y a pas de corps. Donc, qui est-ce qui prend la décision? En fait, moi ça me paraît, si c'est que du glutamate et du GABA, je ne sais pas s'ils ont intégré les inhibitions et les excitations fines faites par la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline et le corps, hein, et le cortisol et les endorphines. Eh bien, j'aimerais bien savoir s'ils ont intégré dans leurs paramètres ou s'ils sont restés au poids des synapses qui sont 95% glutamatergiques et GABAergiques. Donc, je suis extrêmement... je ne connais pas bien l'intelligence artificielle, mais comme outil, mais ce qui m'avait fait rire, c'est qu'ils avaient mis une puce dans le cerveau de quelqu'un, et vous ne saviez pas, il était devenu champion à Super Mario. Et bien, si c'est pour revenir champion à Super Mario, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment d'avoir des puces. Par contre, si, comme j'ai du mal à marcher, si on me fait un exosquelette, hein, qui fait que je marche dans la rue comme si j'étais pas handicapée, alors là, je suis totalement pour. Hein. Donc, comme outil, c'est génial, mais aller au-delà de l'outil, j'en doute fort. Voilà ma conclusion. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Super. Merci. Merci, c'était passionnant. Passionnant. J'ai- Passionnant.